Donc, fidéliser sa clientèle, lorsque Raphaël m'a contacté pour vous parler de ce sujet ce soir, j'étais en train de lire les journaux et je voyais que ce mot-là à peu près partout. D'ailleurs, Nathalie l'a repris aussi. Il y a 2 jours, on voyait encore ça dans le journal. On est donc effectivement dans une période de crise, et pas rien qu'ailleurs, apparemment, elle arrive chez nous aussi. Donc en période de crise, en général, les consommateurs, c'est-à-dire nous, tous, on a une attitude un peu de repli, un peu de peur, on n'investit pas trop, enfin en tout cas on hésite à investir, on garde de l'argent pour les coups durs, et puis surtout on compare beaucoup ce qu'il y a sur le marché. Alors que dans période d'euphorie où on a moins de soucis, disons, on achète sans vraiment regarder. En période de crise, quand on arrive à la Migros devant le rayon des pâtes, on a peut-être l'habitude de prendre les barils là, puis tout à coup on se dit « Ah tiens, il y a les Agnesi aussi, puis il y a peut-être aussi les mêmes budgets au fond. » Donc les clients se déplacent d'une marque à l'autre, d'un produit à l'autre. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, ça devient difficile pour les entreprises. Et comme l'a dit justement Nathalie, il faut essayer de garder ses clients, mais de garder les bons clients. Donc là, il y a 2 concepts. Garder les clients et les bons clients. Et souvent, quand je parle de ça, j'ai des gros yeux en face de moi qui me disent « Mais non, moi, si je mets en place un concept de fidélisation, je veux garder tous mes clients. Je veux tous les garder. Tous les clients m'apportent de l'argent, je veux tous les garder. » Alors, on va essayer de voir après pourquoi est-ce qu'il faut garder les bons clients et comment est-ce qu'on fait pour identifier ces bons clients et essayer de leur faire des offres à eux qui sont plus utiles et qui nous rapportent cette valeur dont a parlé Nathalie. Pour moi, quand on parle de fidélisation de la clientèle, il n'y a qu'une seule chose qui rentre en ligne de compte, c'est la satisfaction du client. Si le client est satisfait, il aura moins tendance à partir. S'il est insatisfait, il part, ça c'est sûr. Quand on parle de satisfaction du client, c'est toute une gamme de points de contact du client avec l'entreprise. Ce n'est pas que le prix ou le produit qu'il a acheté, c'est aussi le service, c'est le délai de livraison, c'est la qualité de la livraison, c'est le contrat, s'il y a un contrat, c'est quand il y a un contrat qui vient par exemple, qu'ils comprennent tout ce qu'il y a sur ce contrat, qu'ils le lisent bien, qu'ils sachent ce qu'il y a dedans, et quand ils le signent, qu'il n'a pas l'impression de se dire « là, peut-être que je me fais avoir sur ce point ici ». C'est aussi le magasin, si vous avez un magasin physique, que quand ils rentrent dans le magasin, déjà rien que ça soit propre, que l'accueil soit sympa, qu'ils se sentent bien, qu'ils trouvent la marchandise qu'il a envie de trouver. Si vous avez un site internet, qu'il trouve votre site internet, que sur votre site, il trouve l'information dont il a besoin, qu'il la trouve facilement sans trop chercher. Si vous vendez un produit, qu'il puisse le commander en ligne, le payer en ligne. Je vais prendre un exemple, mon frère, qui porte des lentilles, des verres de contact, est allé sur le site d'un opticien qu'on lui avait dit, va regarder là-dessus, c'est un voisin, un copain, et puis tu peux avoir les produits. Donc il y avait dedans, effectivement, tous les produits pour l'entretien des verres de contact, avec la définition, le titre du produit, enfin tout ce qu'il fallait, le prix. Et on pouvait l'ajouter dans un panier d'achat, mais on ne pouvait pas l'acheter et le recevoir à la maison, on devait le réserver et le chercher au magasin. Pourquoi? J'en sais rien. Toujours est-il que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la référence du produit, il l'a collé dans Google, il a trouvé un magasin qui faisait ça, et il l'a commandé chez le concurrent. Manque de bol pour celui qui a fait tout le travail pour mettre en place son site, il a payé pour le site, pour la qualité du site, mais il n'a pas reçu l'argent en retour. Donc là, au niveau de la satisfaction, le client, il est un peu déçu quand il arrive à ce stade-là. Donc quand on est satisfait d'une entreprise, et là je vous ai parlé des points de contact, je vous donnerai la référence après du premier livre que j'ai écrit. Dans la deuxième partie, il y a tout un chapitre sur ces points de contact avec des exemples concrets, et vous pouvez le télécharger gratuitement, vous verrez, il y a des choses très intéressantes auxquelles on ne pense pas toujours quand on pense en termes de fidélisation de clientèle, à tous ces petits éléments qui font qu'un client peut être satisfait ou insatisfait, et aussi qui peut vous recommander ou pas à son entourage. La recommandation, pour moi, c'est le deuxième point le plus important dans la stratégie de fidélisation. On peut essayer de mettre en place tous les programmes de fidélisation qu'on veut. Si c'est uniquement pour une seule et unique personne, le client qu'on a en face de nous, on dépense beaucoup d'argent et on a peu de retour. Par contre, si ce client il est satisfait sur tous les points et qu'il parle de vous à ses connaissances, il va en même temps vous amener des clients, ce qui peut vous faire diminuer votre budget de publicité ou au moins vous le faire réorienter différemment de manière à acquérir d'autres clients. D'accord? Donc, ça, c'est aussi un point fondamental dans la fidélisation. Quand on parle de fidélisation, il y a beaucoup d'entreprises qui parlent plutôt de stratégie de rétention en disant que c'est une stratégie de fidélisation.
Au final, pour l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais quand on veut faire de la vraie fidélisation, c'est assez fondamental. Le terme fidélisation, comme fidéliser, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de le chercher dans le dictionnaire, un dictionnaire de français, il n'existe pas. C'est un mot qui n'existe pas. Ça a été inventé par les gens du marketing pour nommer une branche du marketing relationnel. C'est un concept qui n'existe pas. Je ne peux pas forcer quelqu'un à être fidèle à un produit, à être fidèle à une marque ou à quoi que ce soit. Par contre, moi-même, délibérément, en pleine liberté, je peux choisir de rester fidèle à quelqu'un, à un produit, à une marque, à un concept, à une idée, à quoi que ce soit. D'accord ? Quand on parle de rétention, c'est les menottes. Hein ? Pour vous donner un exemple, je lisais un article sur Internet la semaine passée où en France, il y a la banque AXA, qui est aussi une assurance, qui avait fait une action d'acquisition de clients. Donc, ils offraient à leurs clients un petit pourcentage en plus sur des comptes d'épargne pour les nouveaux clients. Donc déjà, ça frustre un peu les clients qui sont là depuis longtemps, qui ne peuvent pas avoir ce pourcentage en plus. Il y a plein de clients qui sont venus, et leur stratégie, c'était de dire, ils vont déposer de l'argent là-dessus, ils vont faire des versements, et puis ce qu'on va essayer de faire, c'est de les pousser plus loin en signant une assurance vie. Donc une assurance vie, c'est un contrat qu'on signe. En général, c'est très bien. C'est 10, 20, 30 ou 40 ans dans lesquels on verse tous les mois, toutes les années, un montant à cette compagnie pour garantir un risque. Et la personne qui était en charge de ce projet disait dans cet article, c'est notre stratégie de fidélisation. Mais si je suis obligé de verser de l'argent à cette entreprise, je ne suis pas forcément fidèle. Et en plus de ça, tout à l'heure, on parlait de satisfaction. Peut-être 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans plus tard, AXA fera une autre action d'acquisition de clientèle, avec peut-être un produit similaire, enfin presque, mais avec une ou deux petites variantes qui fait que peut-être à la fin du contrat, on a un peu plus d'argent, ou bien alors au début, pour faire venir les gens, on a 6 mois de prime gratuite. Et moi qui suis dedans depuis 3 ans, qu'est-ce que j'y gagne à ça? Alors je vois cette proposition, mais je ne peux pas changer. En fait, si je pourrais changer, mais pour changer, j'ai des frais pour partir, puis j'ai des frais pour rentrer dans le nouveau contrat. Donc peut-être que les 6 mois de prime gratuite, il aurait fallu 7 ou 8 pour couvrir les frais. Donc en termes de satisfaction, je ne suis pas pleinement satisfait. Et ce qui fait que je ne vais certainement pas recommander cette entreprise à quelqu'un d'autre, ou un peu moins. D'accord ? Et en tout cas, je n'aurais pas l'impression d'être vraiment fidèle, j'ai l'impression plutôt d'être obligé à rester dans cette entreprise. Donc, pour rejoindre ce qu'a dit Nathalie tout à l'heure, pour trouver les bons clients, pour moi, et pour ceux qui font de la fidélisation en théorie et en pratique aussi, il y a une seule question qui est essentielle. On peut faire des sondages de satisfaction, on peut faire des sondages pour connaître le degré de fidélisation des gens, mais en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 de ces questions, 20, il y en a une seule. C'est, est-ce que vous recommanderiez mon entreprise à votre entourage? En face de vous, vous avez un client qui peut vous répondre oui, ou il peut vous répondre non. Si vous répondez oui, déjà, vous avez un client qui potentiellement vous recommande, donc potentiellement vous amène des nouveaux clients. Donc c'est déjà un pas vers le fait de savoir que c'est un bon client. Après, quand il vous a répondu oui, posez-lui la question, pourquoi est-ce que vous me recommandez? Quels sont mes points forts pour vous par rapport à ma proposition de valeur? Puis il va vous donner une liste, vous aurez peut-être 100, 200, 500 personnes qui vous répondent. L'agrégation de tous ces pourquoi, de toutes ces raisons, vous donne un outil formidable, c'est la perception de vos clients par rapport à votre valeur. Donc c'est plus vous qui vous creusez la tête en vous posant la question, mais quel est mon unique selling proposition? Qu'est-ce qui fait que les clients viennent chez moi? C'est les clients qui vous disent, je viens chez vous parce que ça, ça ou ça. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez faire une campagne de pub, peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez parti comme ça, puis vous allez dire, mais non, c'est ça qu'il faut que je leur dise. Parce que c'est ça qu'ils perçoivent de bien chez moi. Et le client, à cette question essentielle, il peut aussi vous répondre non. Si vous dites non, vous posez la même question, pourquoi? Il va faire la liste de vos points faibles. Et après, vous savez exactement quels sont vos points faibles par rapport à votre clientèle. Et là-dessus, vous pouvez travailler pour vous améliorer votre niveau de satisfaction de votre clientèle par rapport à votre offre. Et avec ça, c'est là que je voulais aller monter quelque chose sur le tableau, mais je n'essaierai pas. On peut créer ce tableau ici, qui est la définition du bon client. C'est là qu'on va trouver qui est mon bon client. D'accord ? On a donc 2 axes. À l'horizontale, le taux de recommandation,
avec à gauche un taux faible et à droite un taux élevé. D'accord? Et puis, 3 parties. En rouge, entre guillemets, les mauvais clients, les mauvais profits. Au milieu, ceux qui sont neutres. Et en vert, les bons. Alors, quand on pose la question, est-ce que vous me recommanderiez oui ou non, ce que font les gens qui utilisent ce genre de tableau, ils demandent de coter sur 10. Alors, 0, 1, 2, 3, c'est non. 4, 5, 6, 7, c'est neutre. 8, 9, 10, c'est bon. Chaque rond là-dessus représente un client. On peut faire soit un point, soit faire une taille pour montrer la valeur de ce client par rapport à ce qu'il nous ramène vraiment. Et à la verticale, on a la rentabilité du client. Plus il se trouve haut, plus il est rentable. L'axe horizontal, vous le placez où vous voulez. C'est vous qui définissez à partir de quand vous considérez que ce client, il vaut vraiment la peine qu'on investisse dessus. D'accord ? Ça permet de définir qui sont les bons clients et d'essayer de les garder. Dans ce tableau, on a 2 segments. C'est-à-dire que quand on veut faire une politique de fidélisation, on sait maintenant sur quel est le segment qu'on va attaquer, sur quel groupe de clients on va faire des offres et quel type d'offres on va faire. Les verts du bas, en fait, ils sont très intéressants parce qu'ils vous recommandent beaucoup, mais ils ne consomment pas assez chez vous. Il faudrait essayer d'augmenter leur panier d'achat. D'accord ? Comme a dit Nathalie avant, on va essayer de leur faire des offres ciblées et on va essayer de connaître le client. Donc, par exemple, j'ai une quincaillerie, j'ai un client qui vient, il n'achète que des clous. Des clous, c'est un passionné de clous. Et puis, je sais qu'il consomme des clous, je connais sa fréquence d'achat, il vient chez moi. Ben, je ne vais pas faire une offre à tous mes clients pour leur dire la semaine prochaine, le mètre de tuyau, il y a 50% de moins. Parce qu'il ne va pas m'acheter des tuyaux, ce n'est pas un passionné de tuyaux. D'accord ? Mais la prochaine fois qu'il arrive à la caisse, il aura peut-être un papier qui lui dit ben, en achetant 5 boîtes de clous, comme il est là que je veux l'augmenter, au lieu de 3, il a 50% de rabais sur un marteau ou sur une tenaille. En fait, un objet, un article qui se rapproche de ce qu'il a l'habitude d'acheter chez moi. Et je ne vais pas lui offrir quelque chose qui est totalement en dehors de sa gamme d'achat. D'accord ? Et là, je vais arriver peut-être à augmenter la valeur de son panier d'achat. Et en connaissant les clients, à celui-là, je vais offrir 50%, mais à l'autre, après, je lui offre peut-être le marteau. Parce qu'il est déjà presque en haut. Je ne fais pas la même offre à tout le monde. Il n'y a aucune obligation de faire la même offre toujours à tout le monde. Et puis, les gens du milieu, qui sont neutres, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer, comme ils sont très bons clients chez moi, ils me ramènent beaucoup d'argent, d'essayer de faire en sorte qu'ils m'amènent d'autres clients. Donc de leur proposer des actions pour qu'ils me recommandent à leur entourage. D'accord ? Et puis là, j'ai les clients qui sont vraiment les clients à chouchouter. Ça, c'est période de crise, il ne faut pas qu'ils partent, ceux-là. Hein. D'accord ? Donc on va peut-être diminuer un peu notre marge sur eux. On va essayer de trouver des options particulières pour faire en sorte qu'ils restent encore plus et qu'ils nous recommandent encore plus. D'accord ? Ça, c'est connaître ses clients. Pour connaître ses clients, il n'y a pas 1000 façons de faire en général, c'est un CRM. Ça n'a pas besoin d'être un gros outil informatique. CRM, c'est l'abréviation anglaise pour gestion de la relation client. Donc même si on a une petite entreprise avec un fichier Excel, ça peut suffire. On sait ce qu'il a acheté, on sait à quelle fréquence il a acheté, on sait qu'est-ce qu'il a acheté, on sait s'il paye tout de suite ou pas, on sait si on doit faire des rappels, on sait s'il y a des poursuites, on sait si c'est un bon client ou pas à ce niveau-là. Et à chaque fois, on peut lui proposer quelque chose, d'abord proche de ce qu'il a l'habitude d'acheter, puis après, on peut étendre les propositions qu'on lui fait. D'accord ? Et en connaissant bien notre client, on peut faire des offres ciblées, voire même très ciblées. Et un outil qui est assez performant, c'est les partenariats. Alors, prenons un exemple. Tiens, une banque, on en a une en Valais. Cette banque, admettons qu'elle veut faire un programme de fidélisation pour sa clientèle. Elle aimerait offrir des avantages à cette clientèle. Elle peut offrir des avantages sur ses propres produits, mais aussi sur des produits de quelqu'un d'autre, d'une autre entreprise. D'accord ? Admettons qu'elle fasse un partenariat avec quelqu'un de la grande distribution en Suisse, Manor. Donc, le client de la banque, qui a un compte XY, on pourrait mettre tous les comptes en fait, au lieu de lui dire « si tu restes chez moi, je t'offre un petit pourcentage en plus ou je grappe dans ma marge » ou « si tu restes chez moi, je t'offre moins d'intérêt sur ton taux hypothécaire ou je rappe aussi dans l'argent qui me fait rentrer », je vais lui dire « si tu restes chez moi, je t'offre à des fréquences à définir un produit chez Manor à prix préférentiel ». Après, on peut définir des plateaux. Orange, par exemple, classe tous ses clients sur une échelle de 0 à 6, avec les
les faibles valeurs et les grandes valeurs. C'est-à-dire que quand vous arrivez au bout de vos contrats de 24 mois, en fonction de où vous vous trouvez sur l'échelle, vous avez droit soit à un autre téléphone dans une certaine gamme. Alors, les petites valeurs auront peut-être droit qu'à des minutes gratuites, et les grandes valeurs à toute la gamme des téléphones disponibles, gratuitement. D'accord? Donc on pourrait imaginer que la banque offre ce genre de produit, enfin plutôt que Manor offre ça aux clients de la banque, dans Internet avec un compte privé, ou même par papier, pourquoi pas. Puis on pourrait imaginer la valeur inverse, où Manor, quand ils envoient l'article, dans le carton, ils rajoutent un document pour adhérer à la carte Manor, pour acheter chez eux. Et celui qui a la carte Manor, il pourrait avoir des avantages à la banque cantonale. Donc on croise les avantages. Ce qui fait que là, le client, il n'est pas dans une stratégie de rétention, parce qu'il part quand il veut, seulement il perd son avantage. Il est libre de partir quand il veut, mais il est fidélisé. En fait, c'est son plein gré de rester ou pas, parce qu'il a des avantages intéressants à rester dans les deux entreprises. Et les deux entreprises sont gagnantes, et en plus, le client lui-même est gagnant. Parce que un jour, il y a une offre d'un iPod à 20% de réduction, à 30%, voire même peut-être plus si c'est possible, j'en sais rien sur les marges de Manor, parce qu'il aura 10, 15, 20 000 francs sur son compte et que cet argent est resté longtemps sur le compte de la banque, donc la banque a pu en profiter, si on veut bien le dire comme ça. Ce qui veut dire que la banque est gagnante, Manor est gagnant, et le client est gagnant parce qu'il a des avantages à rester dans ces entreprises. Donc on augmente la satisfaction du client, on augmente aussi la satisfaction des deux entreprises, donc on a créé de la valeur pour tout le monde. D'accord ? Évidemment, on a perdu un petit peu. On a des clients qui reviennent, on a des clients qui nous recommandent. Donc au lieu d'avoir 100 francs de bénéfices, on a peut-être 90 ou 80 francs, mais on a vendu 3 articles au lieu de 1. C'est théorique, hein, c'est pas sûr que ça arrive tous les jours. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, quand on arrive dans une période de crise, comme on est maintenant, on a des clients qui restent. Alors ça ne veut pas dire qu'on va traverser la crise sans perdre de plume, mais au moins ce sera certainement moins difficile. D'accord ? Avec des clients qui sont loyaux, qui nous recommandent, qui sont satisfaits de ce qu'on leur propose. Voilà, je vous remercie. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous donnais la référence pour télécharger les deux ouvrages. Donc c'est sur l'adresse www.facis.ch. À droite de la page, vous avez deux images. Vous pouvez cliquer sur les deux, c'est des PDF que vous pouvez télécharger. Donc le premier en haut, c'est sur la fidélisation. En fait, pas de souci, c'est pas très grand. Il y a beaucoup d'images en plus, donc c'est presque une bande dessinée. Et puis le deuxième, ce qui est intéressant par rapport à ce que j'ai dit maintenant, c'est la deuxième partie avec les points de contact du client avec l'entreprise, avec des exemples assez précis de ce qui se fait dans le marché. Merci. Je crois qu'il n'y a pas de questions, on fera après aux tables.